Bonjour, bienvenue sur Global Industrie. Donc là, on va faire un petit focus qui va durer 1 heure sur l'excellence opérationnelle. Je vais faire ça en partenariat avec Laurent Siegfried, qui est responsable industrie au sein du Gimelec. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous. Bonjour. Et puis en même temps, on va suivre Steve dans les allées du salon, qui va aller voir 5 ou 6 entreprises qui vont être sur ce thème de l'excellence opérationnelle. Alors Laurent, déjà, qu'on fasse un petit point sur le Gimelec. En 2 mots, le Gimelec, déjà, ça couvre quel périmètre ? Alors très bien, le Gimelec, c'est le syndicat on va dire des offreurs du 4.0. Le syndicat de référence, ça couvre 4 grands domaines, les data centers, l'énergie, les bâtiments et l'industrie. Et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. D'accord, c'est un peu le secteur de l'électronumérique, c'est ça, c'est un peu le terme qui est utilisé chez vous. Exactement. Ça pèse combien en termes de chiffre d'affaires, en termes d'emploi? Qu'est-ce qu'on a comme chiffre? Alors, en emploi, c'est 70 000 employés en France, par exemple, et puis c'est plus de 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés en France, parce que nos sociétés sont toutes mondiales, exportent dans le monde entier, et bien sûr, le chiffre d'affaires, là, il est considérable. Mais le périmètre France, c'est 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ça se répartit comment? C'est plutôt, j'allais dire, des produits qui sont vendus, qui sont installés dans les entreprises, ou la partie service? Est-ce que ce ratio, il bouge? Comment ça va évoluer, cette partie-là? Oui, alors effectivement, le Gimelec a beaucoup bougé. Historiquement, c'était 100% de produits uniquement. Et là, maintenant, on est passé à peu près à 50-50, 50% de produits, 50% de services. Dans les services, on y met les solutions. 50-50, donc c'est quand même un ratio. Ça veut dire que demain, on peut avoir un basculement total? Non, quand même pas. Les produits vont toujours rester. Oui, les produits vont toujours rester, ça c'est sûr. C'est l'ADN du Gimelec et des adhérents du Gimelec et des membres du Gimelec. Mais la partie service va se rajouter sur la couche produit. Donc c'est un très bon développement. Alors, on ne va pas citer des noms de sociétés parce que ce n'est pas le but du jeu, j'allais dire. Mais est-ce que toutes les entreprises ont ces mêmes ratios? Ou alors il y a de nouveaux entrants qui s'occupent des services et puis d'autres qui sont restés dans les produits? Je dirais pas qu'on peut évoluer parce que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Mais comment ça se passe? Ça implique de nouveaux entrants au Gimelec, ou alors au contraire, c'est ceux qui fabriquaient les produits qui font du service, ou comment se fait la bascule? Oui, alors effectivement, c'est une bonne question, hein, Guy. Les adhérents historiques du Gimelec ont tous progressé en service et on intègre des sociétés qui ne font pratiquement que du service au sein du Gimelec, comme les grands intégrateurs de systèmes, qui mettent en œuvre des solutions complètes. La part service se développe de plus en plus globalement au Gimelec et qui permet d'ailleurs de rentrer des nouveaux adhérents, surtout dans le domaine de la digitalisation, de la numérisation, de l'intelligence artificielle, etc. Où là, c'est beaucoup de services et très peu de produits, même s'il y a de l'édition logicielle intégrée dans leurs offres. Ça veut dire qu'en tant qu'adhérent, le Gimelec peut avoir de nouveaux adhérents qui sont spécialisés sur les services, en fait. Exactement. Là où avant, on Voilà. n'avait que le côté produit. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Et dans la masse, vous avez cité tout à l'heure un certain nombre de milliards. J'ai déjà oublié le chiffre de chiffre d'affaires. Mais ça a progressé comment depuis les dernières années? Parce qu'on a eu des périodes Covid, des périodes, etc. Oui. Donc, on a des tendances. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi? Oui, alors le Gimelec a historiquement été toujours un peu meilleur que la progression naturelle de l'industrie en France, parce qu'on est une filière dynamique. Là, c'est encore plus marqué avec les derniers événements, avec la numérisation, j'en ai parlé avant, mais on a également tout ce qui se développe autour de la décarbonation. Il y a tous les événements récents qui se sont passés avec l'évolution des coûts matières. Tout ça, ça rajoute de la valeur. Les composants électroniques, la crise sur la partie composants électroniques qui a fait monter les prix. Donc en valeur, ça a beaucoup augmenté et on a une chance, c'est les nouveaux marchés, l'électromobilité, l'hydrogène qui arrive. C'est des nouveaux marchés fortement en croissance qui touchent principalement les adhérents de la filière électronumérique. Donc en progression, on progresse à peu près de 15-20% par an sur les 2 dernières années, hors Covid, qui était une année, on a largement dépassé 2019, avant Covid. Vous citiez l'hydrogène, mais ça veut dire que l'hydrogène, il y a des choses qui se passent, parce qu'on a l'impression que tout le monde en parle, mais qu'on est encore dans les prémices. Ça veut dire qu'il y a des ventes de produits, de services déjà sur des entreprises qui travaillent sur l'hydrogène, c'est ça? Oui, et c'est très concret. Il y a des projets, il y a plus de 40 projets déjà identifiés dans l'hydrogène en tant que tel. On est surtout, nous, parce que l'hydrogène, beaucoup pensent que c'est une énergie nouvelle. C'est une énergie de seconde... comment on appelle ça? Enfin, il faut de l'électricité pour fabriquer de l'hydrogène, hein. Donc, comme nous, on est beaucoup dans l'électricité, c'est un marché qui nous intéresse beaucoup. Et donc, on est sur le marché des électrolyseurs. Il y a plus de 40 projets identifiés. C'est des marchés qui pourraient peser plus de 10 milliards d'euros dans notre filière sur les 30 ans à venir. Mais c'est une filière en devenir. Elle n'est pas encore complètement mature, hein, évidemment.
Oui, donc ça veut dire que le marché pourra encore augmenter. Je vois que Steve est arrivé sur un des stands, je crois que c'est sur le stand d'Agis Software. On va parler d'excellence opérationnelle. Steve, si vous m'entendez, ben, je vous donne la parole pour cette petite visite de stand. Vous allez voir, Laurent, on est vraiment dans le terme de l'excellence opérationnelle. Très bien. Tout à fait, tout à fait. Je suis bien sur le stand d'Egis Software avec Loïc Klockner, bonjour, qui est ingénieur d'affaires européen. Alors, quand même un mot sur Egis, qui vous êtes, qu'est-ce que vous proposez? Alors, Egis Software, c'est une société américaine, précurseur dans le MES, donc les logiciels de gestion de la production. Ça fait 25 ans qu'on existe, ça fait 20 ans qu'on est sur le marché européen, basé essentiellement en Allemagne et en Angleterre, et maintenant on a un projet de développement sur la France, ce qui explique notre présence à Global Industries. D'accord, très bien. Alors peut-être pour rappeler pour les néophytes, qu'est-ce que c'est vous êtes fournisseur de MES, qu'est-ce que c'est comme solution? Alors, un MES, à l'image de la domotique pour les maisons, qui font des maisons intelligentes, ça va être l'outil qui va vous permettre de connecter tous vos outils de production et créer une usine intelligente pour avoir des prises de décision automatiques, une standardisation de vos process, etc. pour au final, si vous voulez, baisser les temps morts et gagner du temps simplement. Voilà. Alors vous me le disiez en aparté, vous êtes précurseur. Aujourd'hui, vos produits, qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? Alors, à la base, on est vraiment lié à l'industrie électronique, aéronautique, aérospatiale, médicale et défense. Donc on a vraiment une expertise là-dedans et c'est la demande de traçabilité était importante dans ce domaine-là, ce qui fait qu'on était précurseur parce qu'on travaillait avec ces clients-là, il y avait une demande. Et maintenant, on essaye d'adapter ou de fournir cette expertise à tous les domaines de production, plus simplement pour fabriquer une fusée ou un satellite, mais aussi pour pouvoir fabriquer un bateau, une voiture ou simplement une montre connectée, tout en ayant cette traçabilité, cette qualité de production. C'est ça la richesse d'un MES, c'est de s'adapter à tous les secteurs? Certainement, certainement. Après, j'allais dire que notre richesse à nous, c'est ces 25 années d'expérience qui fait qu'on a des partenariats avec des centaines de fournisseurs de machines. On n'a pas besoin d'avoir un hardware ou un système tiers qui va faire passerelle entre la machine et notre logiciel. On a des connecteurs, des centaines de connecteurs déjà clés en main qu'on peut installer chez le client. Voilà. Donc ça, je pense que c'est vraiment notre force. Après, il y a beaucoup d'autres choses évidemment qu'on met à disposition de notre client, mais d'un point de vue concurrentiel, ça va être notre force, oui, évidemment. C'est ça. Alors, votre implantation, quelle est-elle et quels sont vos projets d'expansion en France, justement, pour toucher attrait pour l'industrie du futur, l'industrie 4.0 en France. Donc on a décidé d'investir sur ce marché, ce qui explique notre présence ici. On a multiplié par 5 nos ressources humaines aussi en France. Maintenant on est capable de vendre, de déployer le système, de supporter le système aussi dans les années qui suivent, tout en français, qu'avec des Français, et même de développer des solutions spécifiques pour un client en français. Voilà. C'est-à-dire plus de main-d'œuvre, entre guillemets, vous allez développer aussi le nombre de personnes qui sont sur le terrain. C'est déjà fait, on a déjà investi voilà, en ressources humaines, justement pour pouvoir, en amont, avant d'avoir le carnet de commandes plein, supporter la demande, pouvoir déployer les projets. Un projet MES, c'est quand même quelque chose qui prend entre 3 mois et 1 an à se déployer. Donc c'est vraiment un partenariat entre le client et le fournisseur. Donc il faut avoir les ressources derrière aussi pour pouvoir suivre. Belle perspective en France, justement. Oui. On a pris 500% d'augmentation de CA pour le marché français comparé aux années précédentes. Ouais. Il y a une vraie demande. Guy, c'est ça. Guy, peut-être une question pour Loïc Klockner en studio? Bah écoutez Steve, pas directement, mais c'est vrai que le pourcentage que j'ai entendu, j'aimerais presque qu'il nous le répète parce que c'est une augmentation qui est quand même assez intéressante. Là, j'avoue qu'avec Laurent, on était en train d'écouter ça en se disant, mais c'est impressionnant. C'est ça, on se pose la question. Le chiffre que vous nous avez donné sur le pourcentage d'augmentation, il est vraiment crédible. Oui, il est crédible. Parce que après, on commençait de très bas aussi. Donc c'est sûr que quand on a quelques clients et qu'on passe à une dizaine de clients, ça explose les chiffres. Mais effectivement, ça marche bien. Mais comme dit, on a aussi une technologie que personne d'autre n'a.
On a la capacité de pouvoir programmer si je prends l'exemple de l'industrie électronique, sur une ligne de production électronique, on va pouvoir avoir la traçabilité sur toutes les machines sans avoir aucun boîtier. On est connecté directement aux bases de données des machines. On va pouvoir programmer les machines. Donc ça fait gagner un temps fou aux méthodes. Par exemple, on va avoir un temps de, si vous voulez, le ROI aussi se calcule là-dessus. Mais par exemple, si les méthodes passent généralement de 3 jours pour introduire un nouveau produit du moment où ils reçoivent les données, soit de leur R&D ou de leurs clients, au moment où ils peuvent produire, on va passer de 2-3 jours à moins d'1 heure. Donc ça explique que derrière, on a aussi, parce que les clients s'y retrouvent aussi. Voilà Guy, l'explication à ce chiffre donné en direct, en live par Loïc Klockner, ingénieur d'affaires européen chez Aegis. Retour en studio. Merci. Merci Steve, je vous laisse rejoindre les stands suivants dans votre pérégrination sur l'excellence opérationnelle. Laurent, je me tourne vers vous. On vient d'entendre parler de 4.0. Oui. Moi, des fois, j'ai entendu parler au JMELEC de 5.0. Alors, je me pose des questions. Il y a une définition. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme-là? C'est tout à fait exact. À ce stade-là, il faut peut-être refaire un tout petit historique, Guy, rapide. On est venu de 1.0 dans les années 1800, la machine à vapeur. Le 2.0, ça a été l'invention du taylorisme avec Ford. Le 3.0, c'était la révolution de l'automatisme. Et ça, à chaque fois, on a rajouté des couches d'expertise importantes. Enfin, de 1800, on était passé à 1900. Oui. 1804, la vapeur. 1911. Voilà. Voilà. Après, on arrive dans les années 60. Donc voilà. Et les cycles se raccourcissent de plus en plus. Et à chaque fois, il y a une rupture technologique. Donc, entre le 3.0 et le 4.0, ça a été l'usine connectée. De l'automatisme, on est passé à l'usine connectée. Et maintenant, donc l'usine connectée deviendrait de plus en plus l'usine intelligente, l'usine autonome, comme la voiture finalement, avec de la conduite autonome. Et comment on arrive à l'usine autonome avec l'intelligence artificielle? Ça ne veut pas dire l'usine autonome qu'il n'y a plus d'hommes dans l'usine. On est bien d'accord, Guy, au contraire. Il y aura de plus, mais la valeur ajoutée de l'homme va être très augmentée et toutes les tâches répétitives vont être différenciées grâce à l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est certainement demain, pour arriver à l'usine dite autonome, l'étape ultime de la nouvelle révolution technologique qui va arriver très vite. En France, on est plutôt aujourd'hui, il y a 10 ans qu'on a démarré l'industrie 4.0. D'ailleurs, Guy, vous en êtes un des artisans avec nous. Et on était regardé avec des gros yeux à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Il nous faudra certainement encore 10-20 ans pour qu'on arrive vers la 5.0. Si je dois donner un référentiel, je dirais que l'industrie française aujourd'hui doit être à 3.8, peut-être 3.9 pour les grosses entreprises qui ont fait d'énormes investissements. Il y a encore beaucoup à accompagner les PME et les ETI vers le 4.0. Et puis, ceux qui sont un peu en avance pourraient déjà aller vers l'usine dite autonome, qui amènera beaucoup plus de productivité, qui amènera le relais d'une machine sur l'autre. S'il y en a une qui tombe en panne, une autre pourra augmenter sa cadence de production. L'usine autonome, c'est l'usine qui pourra prendre des décisions un peu, entre guillemets, toute seule, grâce à l'intelligence artificielle. Comme vous le faites, vous, quand vous prenez votre GPS et Waze, par exemple, c'est un petit début, vous avez un tracé, mais vous êtes assisté, parce que si jamais il y a un bouchon qui arrive, on vous dit, attention, vaut mieux prendre une déviation. C'est le même principe. C'est-à-dire que l'automatisme, on a le niveau 1, 2, 3, 4 dans les voitures, en fait, au niveau de l'autonomie. Exactement. On ira vers cette avancée-là. Exactement. Vous programmez une destination et vous pourriez y arriver, moyennant bien sûr un opérateur quand même, mais qui prendra des tâches un peu différentes. Et la voiture va prendre le meilleur des chemins pour arriver toute seule, ou presque toute seule, vers le point de destination. Mais je suis étonné par les chiffres que vous nous annonciez, parce que ça veut dire que 3.8 pour les grandes entreprises, ça veut dire que, elles y sont toutes, quoi. Enfin, les PME sont encore à 3.2, 3.3. Enfin, je sais que c'est difficile, oui. Le curseur, c'est compliqué, mais ça veut dire qu'en 10 ans, on a été capable de passer du 3.0 au 4.0. Enfin... Alors, moi, j'ai des référentiels comme ça. Quand on a créé l'AIF, l'Alliance Industrie du Futur, il y a de ça à peu près 5 ans. Pardon. Oui, pardon. Il y a à peu près 5 ans.
on peinait à trouver ce qu'on appelait des vitrines de l'industrie du futur. Et on a galéré pour avoir 4-5 usines véritablement vers l'industrie du futur de type 4.0. Aujourd'hui, on dépasse plus de 100 vitrines et donc on a effectivement de très belles références avec des entreprises dignes de ce nom qui sont allées vers ce mouvement-là. Donc oui, on est capable d'aller très vite. On a peut-être rattrapé pas mal de pays européens qui en sont maintenant assez loin. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde y est, ça c'est sûr, Guy, mais en tout cas, le 4.0 est acquis en matière de, on va dire, de compréhension du marché et de là où on va. Bon, ça c'est déjà une bonne chose. Mais, très bonne chose. On va revenir sur le sujet parce que ça va être intéressant, ça va quand même amener certaine complexité. Mais je vois Steve qui est déjà sur le stand de Sofine. Et je crois, Steve, que vous allez faire un doublé, j'allais dire. Vous allez faire un stand, puis vous allez vous retourner et vous faites le suivant derrière, c'est ça? Vous nous faites 2 visites? Oui, je vais essayer, je suis un peu perdu parce que le salon Global Industries c'est grand. Et une petite correction, Guy, on ne dit pas Sofine, on dit Sofine. Alors justement, Sofine, je suis avec Mathieu Gross, vous êtes directeur de marché de l'entreprise. En 2 mots, Sofine, qu'est-ce que vous proposez? Aujourd'hui, Sofine, c'est 15 ans d'existence, c'est 200 collaborateurs en France et à l'étranger. On intervient depuis nos sites qui sont à Lyon, à Paris, à Grenoble, et on le fait également depuis nos sites qui sont au Portugal, qui sont en Pologne, qui sont à Londres. Et aujourd'hui, on intervient dans la numérisation des opérations de production pour nos clients. Qu'est-ce que c'est derrière? C'est 2 grands mots-clés, c'est autour du PLM. C'est tout ce qui est à destination des bureaux d'études, des directions d'ingénierie de nos clients. Et la partie MES, où là, on intervient dans la numérisation des opérations de production pour nos clients. Concrètement, c'est quoi? C'est les lignes de production de nos clients, c'est les hommes, les process et les machines. Et aujourd'hui, on délivre des projets de plusieurs centaines à plusieurs milliers de jours en France et à l'étranger. Vos secteurs d'intervention? Nos secteurs privilégiés, aujourd'hui, on va intervenir sur tout ce qui est lié au manufacturing, historiquement beaucoup sur l'automobile, mais on intervient également sur la partie aérospatiale, défense, de l'agroalimentaire et du process qui est divers et varié par rapport au secteur de nos clients. D'accord. Alors quand je suis venu sur votre stand, je vous ai dit quelles sont vos solutions. Vous m'avez dit on ne propose pas des solutions, on propose des services. C'est bien ça? Exactement. Aujourd'hui, la raison d'être de Sofine, c'est de mettre en œuvre des solutions qui visent à digitaliser et à optimiser les process de production de nos clients. On s'appuie sur des solutions, mais pas que. Notre expertise, elle est d'abord sur la mise en œuvre de services. Comment apporter la bonne expertise, comment apporter la bonne compétence au bon endroit sur les projets de nos clients pour que ceux-ci aboutissent et que nos clients puissent derrière mieux produire, mieux fabriquer et mieux faire rayonner l'industrie en France et à l'étranger. C'est ça l'enjeu justement aujourd'hui pour vous. Les enjeux, ce sont ceux que vous venez de citer. Tout à fait. On a des clients qui aujourd'hui historiquement sont encore très papier et crayon. On a de notre côté des clients qui ont mis historiquement en place des solutions il y a déjà 10, 15, 20 ans et qui aujourd'hui rentrent dans un nouveau cycle pour mettre en place des nouvelles solutions technologiques, logicielles, mais aussi repenser des modèles de fabrication, des modèles de conception. Et nous, on intervient aujourd'hui en capitalisant sur ces 15 ans d'expertise, ces 15 ans de projets qu'on a menés auprès de nos clients pour leur proposer des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de produire et avec ça, les outils qui vont leur permettre d'accompagner leur croissance pour leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain. La différence de vos services, donc qui ne sont pas des solutions, mais des services par rapport aux autres, qu'est-ce que vous avez de plus? Aujourd'hui, on a une emprise en France et à l'étranger à travers nos 200 collaborateurs qui nous permettent notamment, pour nos clients qui travaillent du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, de pouvoir assurer un support du 1er janvier au 31 décembre. Ça veut dire qu'un opérateur partout dans le monde, sur n'importe quel fuseau horaire, s'il a demain un problème avec les solutions, il va pouvoir nous appeler et on va pouvoir lui apporter une réponse dans la foulée. On a aussi la capacité à pouvoir produire des projets pour des usines qui sont situées partout dans le monde, en mettant en œuvre des équipes qui vont être multidisciplinaires, qui vont être multilangues, pour arriver à produire des projets le plus rapidement possible et non pas aller sur des durées de plusieurs années. D'accord, donc l'usine du futur, pour conclure, c'est l'usine numérisée. C'est l'usine numérisée, c'est une usine qui va être plus rapide, qui va être plus agile, mais qui surtout va s'appuyer sur des solutions qui sont éprouvées, qui sont robustes, qui tiennent la route et qu'on fait leurs preuves chez de nombreux clients industriels depuis de nombreuses années. Voilà Guy pour cette présentation des services et non pas des solutions de Sofine. Bah oui, Steve, j'ai noté, et puis tant que j'y suis,
faut bien tenir le micro parce que c'est vrai que quand j'ai entendu Sofine, ça m'a fait drôle, c'est ma faute. Désolé. Mais par contre, Steve, de mémoire, il y a un stand derrière qui doit s'appeler Ordinal, où c'est pareil, on va faire une petite visite, Oui. non? C'est pas ça? Tout à fait. Mais en tout cas, on était super contents d'entendre On y ça va tout avec de suite, le temps qu'on se retourne. On était super contents d'entendre parler de Sofine parce qu'en fait, il nous a parlé de services. Et comme on a démarré l'entretien en fait, en parlant produits et services, ça montre bien que les deux sont complémentaires. Tout à fait. Tout à fait. Alors je vous laisse, Steve, peut-être vous avez en face de vous... Oui, on va se retourner chez... On va se retourner chez On va se Ordinal. retourner, vous voulez qu'on y aille tout de suite? D'accord, on va Allez, ton passer collier, une petite ton minute, collier, voilà. le temps de courir là-bas, dire au revoir à nos intervenants. Merci beaucoup, merci, au revoir. Et normalement, vous allez rencontrer le stand d'Ordinal qui, lui, est plutôt dans les produits, mais également les services. Alors, c'est vrai qu'on avait dans notre planning vu 2 stands côte à côte, mais il y a visiblement un petit peu de distance. Laurent, en attendant, on va sur le 4.0, juste pour conclure ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au niveau des PME, des ETI, les PME, elles avancent bien, il y a des programmes. Comment se situe la France par rapport à l'étranger? Est-ce qu'on a quelques chiffres là-dessus? Alors, je suis ravi de ce qu'on avait entendu tout à l'heure avec Sofine, parce que c'est illustré tout à fait ce qu'on expliquait. Une usine de plus en plus autonome, mais agile, qui est, grâce aux services et grâce à l'intelligence artificielle ou aux données exploitées et des services apportés, on voit qu'on arrive à transformer les usines vers des usines de type Industrie 4.0. À votre question, Guy, sur les PME, combien évoluent, combien, etc., c'est peut-être un petit peu là qu'on a progressé en France, ou dans les autres pays, on a plus de TI que chez nous. Et notre objectif, c'est faire grimper les PME et les ETI vers des grands groupes. Ouais, donc c'est Se développer. Et grâce à l'export, grâce à plein de plans, etc. Et là, l'État nous aide beaucoup. Il faut reconnaître que le plan France Relance 2030 nous aide beaucoup à développer et tous les accélérateurs BPI également. D'accord, ben merci d'avoir fait ce point, Laurent. Steve, je vois que vous êtes arrivé. En fait, c'est un petit peu ma faute. J'ai cru que vous étiez juste à côté, mais c'est vrai qu'on a l'impression sur un plan que les stands sont très proches, mais il y a toujours un petit peu de distance. Donc je vous ai fait courir. Personne ne l'a vu à l'image, mais on vous a vu courir. Donc je vous laisse reprendre le souffle et puis interviewer M. Hallot sur le stand d'Ordinal. Voilà, j'ai pas couru longtemps, c'était juste derrière, mais j'ai pris la mauvaise allée. Voilà, on en reparlera plus tard. Alors, effectivement, je suis avec Philippe Hallot, directeur général d'Ordinal. Et vous allez nous dire 2 mots, Philippe Hallot, sur Ordinal ? Oui, bien sûr. Ordinal est un éditeur de logiciels français de MES, c'est-à-dire de suivi de production, donc tout ce qui est analyse de performance, traçabilité, suivi des modes opératoires, en s'inscrivant dans l'amélioration de performance des industries. D'accord. Alors, vous avez effectivement, vous faites désormais partie du groupe Codra. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette nouvelle organisation Votre offre, elle est désormais complémentaire de Codra, différente ? Alors bon, ça fait plusieurs questions. Alors qu'est-ce que ça signifie pour nous? C'est une possibilité d'accélérer notre développement, tant le développement technique de l'offre Cooks, qui est notre offre de MES, que son développement commercial, en s'appuyant sur l'équipe commerciale Codra. Ça nous permet aussi une grande complémentarité puisque le groupe Codra est présent dans la défense, dans les transports, dans l'environnement, dans le bâtiment. Nous sommes spécialisés dans l'industrie, donc ça permet de renforcer l'offre industrielle du groupe Codra. C'est ça, c'est ça. Alors, vous avez une nouvelle version, je crois 8.10 de votre logiciel Cox, c'est bien ça. Ça vient de sortir. Cooks, voilà, excusez-moi, Cooks, qui vient de sortir. Vous pouvez nous dire ce qu'elle a dans le ventre, cette nouvelle version? Oui, elle a beaucoup de choses dans le ventre. Elle a introduit un module de planification qui va permettre donc de suivre en temps réel les ordres de fabrication et de modifier la planification, là encore en temps réel, avec des règles métiers qui peuvent être implémentées. On a introduit également un renforcement de notre module de traçabilité et de généalogie,
avec la possibilité d'avoir un algorithme intelligent, graphique, de visualisation de toute la généalogie, c'est-à-dire en partant d'un produit fini, remonter aux matières premières qui ont servi ou aux composants qui ont servi à la fabrication de ce produit fini, et puis immédiatement dans l'autre sens, en partant d'une matière première ou d'un composant, avoir tous les produits finis qu'utilise cette matière première ou ce composant. Alors pour le client, concrètement, ça lui sert à quoi? Qu'est-ce qu'il gagne avec cette solution-là, logicielle? Oui, alors ça peut être deux choses. Ça peut être répondre à des cahiers des charges, puisque la traçabilité, c'est quelque chose d'impératif pour un grand nombre de métiers, hein, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit le manufacturier, l'automobile, hein, ont des gros impératifs de traçabilité. Et c'est d'y répondre immédiatement, donc être capable en cas de problème de remonter immédiatement à l'origine du problème. Voilà. Guy, peut-être en studio, une question à Philippe Allot? Non, écoutez, en fait, je m'aperçois que c'est Cooks. Comme tout à l'heure, c'était SoFine, mais bon, donc on est un à un là-dessus. Et c'est voilà, nouveau, voilà, la balle au centre. Voilà, c'est nouveau cette entreprise, en fait, Areal qui va avec l'autre entreprise dont on a entendu parler tout à l'heure. C'est quelque chose qui est récent. C'était deux entreprises qui étaient déjà assez anciennes, toutes les deux. Est-ce que peut nous détailler un petit peu? Entre Codra et Ordinal? Oui, tout à fait. Je n'entends pas très bien. Tout à fait, oui, entre Codra et Ordinal. Oui. En fait, c'était deux entreprises séparées. Comment ça s'est passé? Oui, on me pose la question, hein, Guy Fage en studio. Le mariage Ordinal-Codra, c'était deux entreprises séparées. Comment ça s'est passé la fusion? Ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, les deux équipes sont à Massy et on collabore activement à former une offre commune française pour l'industrie. Donc c'est vraiment une très belle aventure ensemble. Voilà, une belle aventure, Guy. Oui, tout Donc, à fait. on vous redonne la parole en studio. C'est très bien de voir les entreprises comme ça qui se réunissent pour faire un groupe encore plus important. Je trouve que ça, c'est comme ça qu'on avance. Donc je trouve ça très bien. Laurent, on revient, nous, sur notre 5.0. Et donc j'imagine qu'Ordinal Codra va demain aussi aller vers 5.0. Quand vous parlez de 5.0, alors si je pousse le curseur, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'automaticiens. Non, alors justement, on pourrait penser que oui, plus l'usine devient autonome, plus l'usine devient intelligente, plus l'usine devient connectée, qu'on peut se passer effectivement des hommes, mais c'est totalement faux, c'est même l'inverse. On s'aperçoit que plus... Alors les métiers changent. Effectivement, ce n'est plus les mêmes métiers qu'on a besoin dans ces usines ou dans ces entreprises. Les métiers changent, on a besoin de plus en plus d'expertise à haut niveau. Donc les gens qui pensent que rentrer dans l'industrie en n'ayant pas fait des études importantes pour pouvoir faire de l'analyse de données, réfléchir sur les nouveaux modèles de données économiques, etc., les business models attrayants, c'est une erreur. Donc on aura besoin de plus en plus de gens. D'ailleurs, on a des problèmes de recrutement. Je lance un appel, là j'en profite. On a énormément de problèmes de recrutement, l'industrie étant un des secteurs qui embauche le plus massivement en CDI. Donc c'est quand même une valeur intéressante quand on a envie de se projeter un peu dans l'avenir. Et il faut savoir très bien travailler à l'école maintenant pour entrer dans l'entreprise. Donc on a des problèmes de recrutement et on essaye de tout faire pour pouvoir attirer des nouveaux talents dans l'industrie 5.0, mais déjà 4.0 aujourd'hui, avec des automaticiens, des bacs plus 2, des bacs plus 4, plus 5, et voire même des docteurs qui ont fait des thèses. Parce que ça fait un petit peu peur quand même. On se dit qu'on n'aura plus que des bacs plus 5. Quand je parle d'automaticiens, c'est plutôt le bac plus 2, oui. IT, BTS, etc., qui ont cette formation d'automaticien. C'est à toujours... un moment, est-ce qu'ils ne vont pas forcément tous pouvoir monter au niveau du data scientist, etc. Donc on en aura toujours besoin quand même sur le terrain. Oui, absolument. D'ailleurs, le bac plus 2, c'est le recrutement de base de l'industrie d'aujourd'hui. C'est le recrutement par excellence. On fait des très très beaux métiers en ayant fait un bac plus 2, c'est-à-dire un BTS, un DUT, etc., dans l'industrie. Donc non, on n'a pas besoin que de bac plus 5, heureusement, mais beaucoup d'automaticiens, d'instrumentistes, etc., etc. Et là, on est en manque. Il en manque combien? Enfin, on a des chiffres là-dessus. Alors, j'ai pas vraiment de chiffres à vous dire, mais en tout cas, moi qui anime les adhérents et les membres du Gimelec quasiment au quotidien, je peux vous dire que c'est une préoccupation majeure des entreprises aujourd'hui, vraiment majeure. Pour plusieurs raisons. Il y a eu l'après-Covid aussi,
avec la notion de télétravail. On a la chance dans l'industrie de pouvoir, pour beaucoup, pas tous, pas ceux qui sont peut-être en bureau d'études ou directement sur les opérations, mais ceux qui sont un peu en retrait, de pouvoir faire du télétravail, c'est des nouveaux métiers. Donc c'est une préoccupation au quotidien. Et quand tous les adhérents, quels qu'ils soient, ont des problèmes de recrutement, ça veut dire que c'est un vrai problème majeur qu'il va falloir qu'on arrive à résoudre. Rendre l'entreprise attractive, c'est un de nos rôles. Bon, il y a les Golden Tech aussi aujourd'hui qu'on pourra peut-être voir qui peut y contribuer. Il faut qu'on aide les jeunes à donner envie de nouveau à rentrer dans l'industrie. Oui, ça va être assez compliqué parce qu'en fait, il faudrait presque vendre un automate enfin, on vend plus un automate, mais une solution avec l'automaticien qui va derrière, celui qui est capable de programmer, quoi. Exactement. Exactement. C'est des métiers qui ont changé, qui ont beaucoup changé. On parle de virtual commissioning, on parle d'edge computing, on parle d'intelligence distribuée, etc. Et donc, tout ça, ce sont des nouveaux concepts. Il va falloir qu'on les intègre dans les métiers de nos futurs jeunes qui vont arriver. Et on va les former comment, tous ces jeunes-là? Parce qu'on est équipé pour les former, on a tout ce qui va bien. Oui, absolument. On a des grandes écoles en France, il faut en profiter. Au niveau système éducatif français, dans les écoles d'ingénieurs ou les BTS sont maintenant complètement rénovées ou sont en cours de rénovation. Ils intègrent la notion de 4.0 dans leur programme. Et donc, on n'a pas trop de soucis de formation, on a surtout un souci d'attractivité. Parce que les jeunes n'ont pas encore envie naturellement de rentrer dans l'industrie. Il faut leur donner cette envie-là. Parce que l'industrie, c'est juste fantastique quand on y est. D'accord, alors je vois Steve qui arrive sur le stand de Astray Software. Steve, vous allez peut-être, on va vous passer le relais pour parler de SaaS, ce qui est aussi une autre approche en fait dans le MES. Je vais vous laisser la parole. Parlez bien dans le micro, Steve, parce que des fois on a un peu de mal à vous recevoir en studio. Désolé, mais on a eu quelques problèmes techniques. C'est peut-être le public. En fait, on est tous étonnés pendant cette période compliquée. C'est rempli. En fait, le salon marche très bien. Il y a beaucoup de monde. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui crée des interférences. Mais Steve, je vous passe la parole pour parler avec Astray. Oui, tout à fait. Oui, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Effectivement, sur le stand d'Astray, fournisseur de solutions MES ou MES, avec Maxime Mahler, qui est responsable commercial. Alors, Maxime Mahler, vous pouvez nous présenter rapidement deux lignes Astray. Astray Software, donc on est éditeur et intégrateur de logiciels MES. On est implanté à Saint-Étienne et aujourd'hui on commercialise deux logiciels, donc Akiweb et Astengo. D'accord, très bien. Alors je vais montrer. Très bien. Vous avez donc deux solutions MES dont vous venez me parler. Quels avantages pour chacune de ces solutions? Alors Akiweb, qui est notre logiciel historique, donc le point fort de ce produit, c'est un produit qui couvre l'intégralité des fonctionnalités MES, qui reste paramétrable et personnalisable. Alors qu'Astengo, donc c'est un logiciel SaaS, donc qui fonctionne par abonnement, qui permet à n'importe quel industriel de s'abonner, très vite de disposer de cette solution pour pouvoir commencer à mesurer la performance de ses équipements. Donc le point fort de cette dernière solution, c'est la rapidité de mise en œuvre et la totale liberté de l'industriel qui ne nous doit qu'un abonnement et qui n'a pas d'engagement. Vous êtes présent sur Global Industries. Vos secteurs phares, Astray, quels sont-ils? Tous les secteurs de l'industrie manufacturière, donc on va retrouver la mécanique de précision, l'automobile, l'aéronautique, l'industrie agroalimentaire, la pharmacie et les secteurs d'activité où on suit de l'activité main-d'œuvre opérateur. D'accord. Alors pourquoi avoir décidé de proposer une solution MES en SaaS justement? L'idée de lancer une solution SaaS, eh bien, c'était de pouvoir adresser le marché de la TPE, puisqu'aujourd'hui le MES pour la PME commence à être bien adressé. Malheureusement, ces solutions-là ne sont pas forcément accessibles aujourd'hui aux TPE. Et le point fort et la grosse innovation de notre solution Astengo, c'est l'accessibilité pour les TPE et le budget, puisqu'on est sur une solution à 119 € par mois et par machine, donc ce qui rend le MES accessible aux TPE. Et ça, justement, ce prix est permis par le fait que ça fonctionne sous SaaS. Tout à fait. Cette économie d'échelle, elle est rendue possible puisque les industriels accèdent à une application standard qu'ils peuvent configurer eux-mêmes en toute autonomie. C'est ça. Alors, votre solution Astengo, vous en avez parlé un petit peu, elle est unique. Vous allez me dire oui, mais qu'est-ce qu'elle a d'unique alors? Et bien, ce qui la rend vraiment unique et ce qui constitue l'innovation, c'est la première véritable offre SaaS. Donc lorsqu'on parle de SaaS,
Pour certains, c'est un concept technologique. En réalité, ça, c'est un modèle commercial. Ça signifie que l'industriel n'est pas engagé. Il y a uniquement l'abonnement à régler. Il n'y a pas de frais d'entrée ou autre. C'est ce qui constitue la nouveauté, c'est que l'industriel s'abonne. Il utilise la solution la durée qu'il souhaite. Et lorsqu'il souhaite résilier, il peut arrêter. Et il a uniquement payé l'abonnement. Donc ça, c'est le premier point de différenciation de la solution. Le deuxième, c'est que la solution est totalement intégrable par l'industriel sans faire appel à nous. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une sorte de module indépendant. C'est un produit que l'industriel peut déployer en autonomie en fait. C'est un produit qui est très simple de mise en œuvre, qui a été adapté pour les TPE. Il n'y a pas besoin d'une horde de consultants pour le mettre en œuvre. N'importe quel industriel peut le déployer lui-même, tout seul. Oui, c'est ça, c'est ça. Justement, les gains véritables, concrets pour ces industriels dont vous venez de parler. Alors le gain le plus évident, c'est le gain de performance, le gain de TRS. Le fait de mettre en œuvre une mesure de performance, ça va permettre des gains, mais ces gains-là ne sont pas les plus importants. Ceux qui vont être intéressants, c'est quand l'industriel va mesurer, comprendre ce qui se passe, mettre en œuvre des plans d'action pour pouvoir gagner de la performance. Donc on est suivant les secteurs d'activité, on est sur des gains entre 5 et 15% de TRS. En tout cas, c'est du retour d'expérience réelle client. Oui, ce sont des chiffres importants, effectivement. Et pour un industriel, lorsqu'on gagne un point de TRS, ça veut dire qu'on fabrique plus avec le même engagement de ressources, c'est-à-dire avec le même temps, avec le même engagement machine, matière, main-d'œuvre, on fabrique plus. Donc pour estimer son gain, il suffit de multiplier ça déjà grossièrement dans un premier temps par sa marge moyenne. Ça permet de valoriser le point de TRS. Alors là, vous présentez ces deux solutions qui sont lancées sur le salon ? Qui sont fonctionnelles et que vous pouvez venir découvrir sur notre stand, sur le salon, tout à fait. C'est ça, elles sont lancées vraiment, en tout cas, en premium. Ah, tout à fait. D'accord, très bien. Guy, peut-être une question en plateau pour Maxime Mahler ? Non, mais écoutez, on va continuer parce que là, c'est vrai qu'on est serré un petit peu dans le timing. Par contre, et je vous laisse avancer peut-être pour continuer, Steve. Mais c'est vrai que nous, Laurent, moi, ce qui m'a intéressé dans cette démarche, c'est en fait les PME, les TPE, parce qu'ils parlent vraiment d'une solution pour les TPE. Donc, ça répond bien à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, si elle veut passer au 4.0, il va falloir trouver des solutions pas chères. Et visiblement, avec le SAS, ils arrivent à une solution qui est intéressante, quoi. Oui, exactement. Ouais, je suis ravi. Ouais. Alors, tout à l'heure, on a parlé un petit peu d'hydrogène. Est-ce qu'il y a d'autres métiers vers lesquels vont vos adhérents, des nouveaux marchés? Est-ce qu'il y a des nouveaux marchés qui sont en train d'essayer de prospecter? Ah oui, bien sûr. Alors, on en parlait il y a 6 mois, le nucléaire c'était mort, et puis maintenant il faut relancer le nucléaire, donc les marchés bougent très vite. Il y en a d'autres, il y a l'électromobilité. L'hydrogène, on en a parlé un tout petit peu, c'est un marché en très forte croissance. Moi, je vais revenir sur l'électromobilité, c'est un marché où l'automobile se réinvente complètement, donc il faut adapter l'outil de production, parce que nos membres du Gimilec, ils sont plutôt sur le process qui fabrique les voitures, par exemple, si c'est l'automobile. Et donc, il faut réinventer complètement au niveau des process, il faut refaire des machines. L'électromobilité, il y a la borne de recharge du véhicule électrique. Ça, c'est des marchés qui sont en forte croissance. Il y a maintenant déjà 1 million de bornes déjà installées en France. Et il n'y en a pas encore assez, avec tout le marché qui va se développer. Il y a des marchés comme l'agroalimentaire qui se réinventent également parce que avec la crise, il faut se réinventer. Avec la traçabilité qui doit être encore plus augmentée, tous les logiciels qu'on a vus le permettent. Donc notre filière est certainement une des filières qui bénéficie de cette croissance naturelle des marchés qui sont en forte progression. Il faut être dessus par contre. Oui, mais bon, c'est intéressant, on va rejoindre Steve dans 2 secondes, mais c'est vrai quand vous parlez des bornes électriques, on a parlé de l'hydrogène, donc il y aura les bornes à hydrogène plus tard, donc on voit déjà les 10 ans à venir qui vont être assez remplis au niveau du Gimilec, donc c'est une bonne chose. Il faut décarboner pour les problèmes environnementaux, de planète et tout, voilà. Bon, ben ça c'est super. Steve, on se retrouve, je crois que vous êtes sur le stand de Courbon, on va parler un petit peu de supply chain. Tout à fait, Guy. Nous sommes avec Paul-François Denou, qui est ingénieur commercial chez Courbon. Alors, supply chain, comme le dit Guy en plateau, dites-nous ce que vous faites. Alors, Courbon est un éditeur de solutions destinées à l'industrie. Nous sommes pionniers dans tout ce qui va être solutions type MES et de digitalisation. On fait partie également du groupe Vinci Énergie depuis 2018, ce qui nous assure une grosse présence en France et à l'international. D'accord, très bien. Alors, comment vous accompagnez les industriels avec justement vos solutions ?
Alors on va accompagner les industriels notamment au départ en concevant des solutions qui répondent à des usages. L'idée étant de bien comprendre au départ les usages auxquels les industriels vont devoir répondre. On développe la solution autour de ces usages, on l'accompagne dans l'intégration de cette solution directement sur son site. Également, on travaille avec un réseau de partenaires qui peut nous permettre d'intégrer nos solutions également à travers d'un réseau différent de notre structure en interne. Et enfin, on va accompagner les industriels dans la maintenabilité des solutions au travers d'un service de télémaintenance disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, également en anglais. D'accord. Alors, la différence justement de vos solutions par rapport aux autres, parce que la concurrence est forte sur ce segment. Alors nos solutions sont réputées très robustes et très fiables, ce qui fait qu'aujourd'hui on a par exemple encore des solutions qui tournent depuis près de 30 ans. On est pionnier dans le MES, on est membre fondateur du club MES France et nos solutions sont aujourd'hui très robustes et très fiables. Donc elles sont en place chez des grands leaders de l'industrie et on continue, si vous voulez, à développer de nouveaux usages en restant proche de nos clients. Tout en gardant aussi un œil sur les évolutions technologiques. Donc on a, si vous voulez, aujourd'hui un service de recherche et développement qui continue à améliorer nos outils et à permettre en fait aux industriels de gagner en performance et en compétitivité. Qu'est-ce que ça veut dire une solution robuste? Vous avez utilisé ce terme. Oui, bien sûr. Alors, une solution robuste, si vous voulez, aujourd'hui, dans un process industriel, vous avez un facteur risque qui n'est pas négligeable. Dès que vous avez de l'informatique, aujourd'hui, le risque zéro n'existe pas. Vous avez toujours une possibilité d'avoir des bugs. Qui n'a pas eu de bugs, ne serait-ce que sur son Windows à titre personnel? Donc si vous voulez, c'est le même sujet. Donc nos solutions sont robustes parce qu'elles ne buguent pas, ou très peu en tout cas. Dire qu'elles ne buguent pas, ce serait un peu prétentieux, mais en tout cas, elles ont une fiabilité qui est reconnue aujourd'hui sur le marché et donc très peu de défaillances chez nos clients. Quand vous avez un site de production qui tourne à plein régime et qui produit, je vais dire n'importe quoi, mais 10 000 € de valeur toutes les 10 minutes, si vous avez 2 heures d'arrêt, vous allez avoir 120 000 € de perte en simplement 2 heures. Donc finalement, le coût de la défaillance est énorme. Nos solutions sont reconnues pour être extrêmement robustes dans ce sens-là. C'est ça. Une petite question peut-être, Guy, à notre intervenant. Non, mais écoutez, je crois qu'il a été très clair. Pour nous, ça a été parfait. On a bien compris les solutions apportées par Courbeau. Steve, je vous laisse rejoindre le dernier stand. On va peut-être faire un point, Laurent, parce qu'on vient d'entendre plein de produits, de solutions nouvelles. Est-ce que ça veut dire que sur le marché, aujourd'hui, on n'a plus que du neuf au moment où on parle de circularité? Alors, c'est peut-être pas faisable, mais je ne sais pas, on peut imaginer de l'occasion? Ah oui, alors là, effectivement, vous parliez juste le chapitre d'avant, c'était les nouveaux marchés en croissance, mais il y a également, dans le cadre du développement durable, de la décarbonation, à nous réinventer, nous, dans notre filière, et de réinventer des nouveaux business models pour être de plus en plus, on va dire, propre au niveau de la planète. Donc, une des pistes, pour être ce que vous évoquez, Guy, c'est le marché de l'occasion. Aujourd'hui, et il est quasiment encore pas complètement ancré dans les têtes qu'on pourrait acheter, par exemple, de l'automate d'occasion, ou bien d'un variateur de vitesse d'occasion, par exemple. C'est très rare. Or, c'est certainement une filière dans le cadre du réemploi pour pouvoir prolonger au maximum la durée de vie des produits et plutôt que de détruire systématiquement un produit, on va dire, d'occasion et de le remplacer par un neuf, de le remplacer par de l'occasion. Mais ça veut dire qu'il faut le structurer, ce marché? Absolument. Aujourd'hui, on est à balbutiement. Il y a un peu comme la voiture d'occasion, vous pouvez l'acheter à 2 endroits différents. Le concessionnaire de la marque qui revend sa propre voiture, on va dire avec une garantie, j'allais dire reconditionnée, ou en tout cas révisée avec sa propre marque en occasion. Là, nos membres font, pour certains, déjà du réemploi en matière d'occasion, mais il y a également des filières de concessionnaires, si je reviens à l'exemple de l'automobile, qui vendent de l'occasion multimarque. Et là, vous avez aussi
des sociétés qui font de l'occasion multimarque reconditionnée avec leur propre garantie pour les produits d'automatisme de variété haute vitesse en matière de biens d'équipement. Donc ça, c'est un nouveau marché qui va être de plus en plus en croissance pour répondre au développement durable et à la décarbonation. Il y a une demande parce qu'aujourd'hui, un automate, bon, enfin, ou les produits comme un automate, etc., ont des prix qui ont plutôt tendance à avoir baissé. Donc, alors je vais vous surprendre. Neuf, prendre de l'occasion, ça peut presque être plus cher. Je vais vous surprendre. On est dans une phase complètement atypique. On arrive aujourd'hui à vendre de l'occasion plus cher que le marché neuf. Pourquoi? Pour les problèmes de délai, par exemple. On a des ruptures de composants. Et il y a des industriels qui ne peuvent pas attendre le délai classique du neuf, préfèrent acheter du matériel d'occasion et parfois même plus cher que le matériel neuf, comme dans la voiture. D'accord. Et ce qui peut les intéresser, c'est peut-être d'avoir déjà une usine où ils ont déjà du matériel. Donc en fait, il faut retrouver un petit peu le même approchant. Exactement. C'est peut-être cette demande-là. Exactement. Voilà. Donc c'est un nouveau marché également et on se réinvente. Et pour vous dire qu'on est dans une filière où on n'a pas à se plaindre sur le développement à long terme de nos offres et de nos produits, de nos services. Et voilà. Alors, on va retrouver Steve. Steve, je crois que vous êtes chez Sedapta-Osis, où justement, on va avoir peut-être un nouveau produit quand même. On sera encore dans le neuf. À vous, Steve. Tout à fait, Guy, tout à fait. Je suis donc sur le stand Sedapta avec Fab. Supply chain. Exactement, Sedapta, nous sommes un éditeur de solutions de supply chain spécialisé pour l'industrie, principalement des ETI. Et notre valeur ajoutée, c'est de délivrer des solutions de bout en bout, de la prévision des ventes jusqu'à l'exécution, le MES, la GMAO, et en passant par l'ordonnancement et la planification. D'accord. Alors, vous avez plusieurs solutions. Peut-être une question générale. Qu'est-ce que doit faire une entreprise pour rester compétitive sur ce domaine du supply chain? Alors, ce qu'elle doit savoir faire, c'est gérer ses appros, gérer ses stocks et de pouvoir répondre à la demande en temps réel et s'adapter en fonction des contraintes liées aux variations fortes de la demande. D'accord. Alors, répondre à la variation forte de la demande, vous pouvez nous présenter rapidement votre plateforme logicielle et évidemment ses points forts. Alors, la plateforme logicielle, l'offre repose sur une plateforme logicielle. Cette plateforme, elle permet de définir tous les process, donc de la prévision des ventes en passant par la planification. Donc, on va valider qu'on a bien les bonnes appros au bon moment, aux bons endroits, dans les bonnes usines. Et dans chaque usine, ensuite, on va pouvoir gérer tout le suivi en temps réel, opérationnel, de l'exécution, de la fabrication. Donc cette approche va nous permettre, avec une tour de contrôle, de visualiser en temps réel toutes les simulations qu'on peut faire par rapport à des demandes, soit ponctuelles ou soit logiques ou séquentielles. Quel est le gain pour l'utilisateur justement? Pour l'utilisateur industriel, c'est de pouvoir visualiser qu'il est capable de répondre à la demande d'un sous-traitant, d'un client, d'un sous-traitant, et de pouvoir justement obtenir un gain en valeur réelle parce que vous validez que vous êtes capable de produire ou pas. Quelles sont les dernières innovations justement chez Sedapta? Alors, on vient de sortir un nouveau module de planification adapté à une méthodologie qu'on appelle le DDMRP. Donc ça permet à répondre à ce type de besoins. Et on a un deuxième module qu'on est en train de présenter, qui est un module de TMS, donc d'optimisation du transport, qui est lié à cette plateforme digitale et qui permet de gérer en même temps que votre planification et de votre exécution toute la partie transportation. C'est ça, transportation, c'est-à-dire gérer tout le flux de la logistique, lancer des appels d'offres pour les transporteurs, valider que vous pouvez choisir soit le ferroviaire, soit le bateau ou autre. On peut travailler sur le gain, on va dire, du flux, mais on peut aussi travailler sur des KPI autour de l'empreinte carbone ou ce genre de choses. Alors pour l'entreprise, le gain, il est à court terme, à long terme, il est immédiat. Comment on pense ces solutions justement? Alors le gain, il est à court terme parce que quand vous gérez bien vos flux,
vos appros pour fabriquer, vous le faites du court terme. Et puis à moyen terme, il permet de mieux s'organiser. Et forcément, à court terme, à moyen terme comme à long terme, ça permet d'optimiser vos gains de rentabilité tout simplement parce que vous allez mieux livrer vos clients, mieux satisfaire vos clients et mieux tenir vos délais. Tenir les délais. Alors justement, en parlant de délais, Guy, est-ce qu'on est bon dans les délais? Exactement, là on est en train de terminer, il nous reste à peu près 5 secondes. Donc merci Steve d'avoir couru, merci Laurent de nous avoir accompagnés et merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous.